ton émission Good Vibes de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans le NJ Show. Moi c'est NJ le Bonbon, je suis artiste et je suis ravie de vous accueillir pour votre nouveau magazine Good Vibes de la semaine. Alors qu'est-ce qui est au menu aujourd'hui les girls? On va commencer comme d'hab par le mood de la semaine, puis les news. On parlera ensuite du buzz de la semaine et c'est McDonald's qui est dans la tourmente. On passera ensuite au coup de gueule et il concerne les mom groups. L'histoire de ouf, c'est C.J. Walker. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Le gros dos, attention, c'est trouver l'amour en 2026. Ça, c'est du dos. Les 3 questions A, ce sera à moi concernant l'association que je viens de fonder. La tendance, on parlera du no make-up. Et bien-être, c'est Marilyn qui nous proposera des conseils pour bien dormir. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? On est prêtes. Ouais. Trop bien. Alors, qui m'accompagne sur ce plateau aujourd'hui? Tout d'abord, elle est nutritionniste, sophrologue et elle a monté une maison de santé à Bois-Colombes. Marilyn est avec nous. Comment tu vas, ma belle? Je vais super bien. Trop bien, on est ravis de te retrouver. Elle est la plus glamour des avocates spécialistes en propriété intellectuelle. Jessie est avec nous. Ça va, ma belle? Bonjour à tous, petit manque de sommeil, mais ça va. Ah mince! Eh ben écoute, merci d'être venue et on va essayer de te donner le plein de good vibes pour te requinquer en énergie. Je n'en doute pas. Et enfin, elle est auxiliaire de puériculture et elle rayonne chaque jour sur TikTok. Jessica est avec nous. Bonjour, merci pour ton accueil. Avec plaisir, ça va ma belle? Très bien. On va passer maintenant aux news. Et la première news, elle se passe en Floride. Désormais, toute personne qui a été condamnée pour maltraitance animale aggravée sera inscrite sur un registre et interdite d'adopter ou d'acheter des chiens et des chats. Voilà. Et cette loi pionnière vise à briser le cycle des récidives en empêchant les maltraitants d'avoir accès à de nouvelles victimes. Attention, il y a jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour acte de cruauté ou sévices graves. Une interdiction définitive de détenir un animal peut être prononcée aussi. Donc voilà, est-ce que vous avez des réactions sur ça les filles? Il était temps. Tu m'étonnes. Et ça n'est qu'en Floride, donc on espère qu'en France aussi ça va bouger sur ces points-là. Marilyn, d'ailleurs, tu avais une news concernant une étude. Oui, donc selon une étude menée par l'université de Windsor au Canada, les racines de pissenlit seraient plus efficaces que la chimiothérapie contre le cancer. L'extrait de racines de pissenlit a des effets cytotoxiques qui pourraient tuer jusqu'à 96% des cellules de la leucémie myélomonocytaire chronique. C'est une forme de cancer du sang. 48 heures seulement après l'assimilation. Des recherches qui donnent de l'espoir. Ah ouais, ce serait un truc de fou. Eh bien écoute, voilà, ça donne de l'espoir effectivement et une grosse pensée pour toutes les personnes qui souffrent du cancer et de maladies similaires. On pense bien fort à vous et c'est donc des nouvelles positives pour la suite. Jessica, je crois que tu as une news en Californie. Et oui, en Californie. Donc dans le nord de la Californie, la Yurok Tribe, je ne sais pas si je prononce bien, a officiellement récupéré plus de 47 000 acres de terre ancestrales situées le long du fleuve Klamath. Ces terres avaient été retirées à la tribu il y a plus de 120 ans. Durant la ruée vers l'or, cette restitution devient aujourd'hui la plus importante de toute l'histoire de la Californie, marquant une avancée majeure pour les droits fonciers des peuples autochtones aux États-Unis. Waouh, alors ça c'est une super nouvelle. Une belle victoire. Jessie, tu avais une news aussi concernant la France. Exactement, la France est devenue le premier pays à obliger tous les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à donner leurs aliments invendus aux plus démunis via des associations caritatives et des banques alimentaires par exemple. Donc si les supermarchés sont surpris à détruire ou détériorer les aliments, ceux-ci, les supermarchés, risquent jusqu'à 10 000 € d'amende par infraction. Donc cette réforme fait suite à des années de mobilisation des associations anti-gaspillage et des banques alimentaires. C'est donc une très belle victoire. Ah oui, bah ça super. Mais que de bonnes nouvelles, ça fait plaisir. Oui. On a eu un gentil message de Stéphane à la rédaction. Vous savez, je parle comme si on était un magazine.
Donc sur ma boîte mail, j'ai reçu un très gentil message de Stéphane. Pour rappel, vous pouvez aussi nous proposer des sujets en m'écrivant sur écoutenj@gmail.com. Et en fait, il nous a parlé du spectacle caritatif Daniel Balavoine, 40 ans déjà. Donc c'est un spectacle qui se tiendra le 21 novembre au Palais des Sports d'Hommes de Paris. Et il sera caritatif, c'est-à-dire au profit de l'association Daniel Balavoine, qui œuvre au Mali pour des projets agricoles et scolaires. Alors qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Ils financent des motopompes pour l'irrigation des champs de riz et ont déjà équipé 23 villages. Alors ça correspond concrètement, les girls, à 1750 tonnes de riz récoltées par an et 23 000 personnes aidées, donc bravo. Et donc une place de concert achetée pour ce spectacle, c'est une très belle action, donc n'hésitez pas à vous l'offrir ou à offrir. Merci en tout cas les filles pour cette super news positive, ça fait plaisir. Alors on va passer maintenant à la rubrique Ça buzz et c'est McDonald's qui est dans la tourmente. Ils sont partis sur une campagne sur les réseaux sociaux illustrant le PDG qui goûte les différents burgers. Et en fait, le public a trouvé que le PDG ne met pas beaucoup d'entrain à goûter le burger, il ne sait pas comment le tenir et il fait un tout petit croc qu'on ne voit même pas avaler. Donc, bien sûr, ils se sont fait moquer par toute l'audience et la concurrence s'est emparée aussi du bad buzz, notamment Burger King, qui a lui-même illustré son PDG en train de croquer cette fois avec énergie dans le burger et affirmant ainsi que les siens sont bien meilleurs. Alors, il n'est pas question là de vous demander, les filles, qui préfèrent quelle marque de burger. Ma question, en fait, c'est plus de dire, ok, ces grosses marques, elles ont des budgets énormes. Elles ont des tonnes de mecs qui réfléchissent à la publicité et à la communication. Comment on peut avoir encore en 2026 des échecs de com pareils, en fait ? Comment c'est possible ? Dites-moi. Je vais être un peu mauvaise langue, mais je pense que lui, il sait ce qu'il y a dans les burgers. C'est mon côté nutritionniste qui parle. Et voilà, peut-être par rapport à la qualité de sa viande ou d'autres choses. C'est clair que c'est clairement pas du tout rassurant. C'est ça. C'est clairement pas rassurant parce que ça veut dire qu'il goûte pas ce qu'il propose à des millions de consommateurs. Bon, après, on sait bien que la malbouffe, c'est de la malbouffe. Pour autant, ma question, c'est vraiment par rapport au bad buzz. Est-ce que pour vous, c'est un bad buzz maîtrisé ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se doutaient que, en tout cas, ça allait faire parler et ils se sont emparés du truc ? Ou est-ce que pour vous, les équipes com, elles pensaient vraiment que c'était une bonne idée ? Moi, je pense que les équipes com pensaient que c'était une bonne idée et que ça allait pas tourner comme ça. Ok, toi, t'en penses quoi, Jessica ? Effectivement, ils ont dû dire c'est une bonne idée, mais ça a mal tourné. Tu penses ? Et toi, Jessie ? Je suis parfaitement d'accord. Je pense que ça a mal tourné le moment venu. Et c'est bien dommage. Après, reste quand même la question de pourquoi ont-ils décidé de diffuser tout de même cette publicité, alors même qu'ils ont constaté qu'il pouvait y avoir... Enfin, à mon sens, ils auraient pu constater avant la diffusion qu'il pourrait y avoir un bad buzz sur cette pub. Alors, on n'est pas sur une publicité. C'est sur les réseaux, un petit peu en mode instantané, qu'ils goûtent chaque semaine les burgers, en fait. Et c'est très drôle parce qu'il ne sait pas comment les tenir. On sent qu'il est perdu, que c'est clairement pas dans ses habitudes de consommation. Donc, ok, pour vous, c'est donc un imprévu et l'équipe com n'avait pas... Un petit dérapage, oui. Ils n'ont pas mesuré l'ampleur que ça pouvait être repris à ce point-là. Ça allait faire rire le public. Rire ou, de contraire, se dire en fait, il ne sait pas ce qu'il fait, lui. Ouais, je sais pas. Moi, à une ère où il y a autant de concurrence entre justement ces marques, je pense que c'était peut-être maîtrisé de se dire bon, on va le mettre sur le devant de la scène et le jeter en pâture du coup, parce que le pauvre, clairement, il s'est fait incendier de partout et moquer de partout. Mais c'était une manière de les mettre sur le devant de la scène aussi, donc bon. Donc ok, mais pour vous, c'est maîtrisé. Ça marche. On va passer maintenant au coup de gueule de la semaine. Et ça tombe bien parce qu'on a justement deux mamans autour de la table.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que le coup de gueule, c'est Ashley Tisdale, l'actrice de High School Musical, qui l'a poussée en publiant une grosse critique contre les mom groups, les groupes de mamans en ligne. Alors déjà, est-ce que les mamans qui sont là ont déjà intégré ces groupes de mamans, donc sur WhatsApp ou est-ce que vous connaissez ou pas du tout? Ah non, Non. moi je connais pas, j'ai pas intégré. Non, Peut-être pas du toi. Toi non plus. Ok. Alors, de base, donc ces mom groups, hein, c'est des groupes WhatsApp où les mamans vont s'échanger des conseils, se soutenir hein, et s'échanger des bonnes pratiques dans leur vie de maman. Donc il y a une bienveillance qui est normalement de mise. Et ce qui se passe, c'est que il y a des dérives toxiques sur certains de ces groupes où ça devient vraiment une compétition entre les mamans, où elles se jugent et se critiquent. Et il y a un peu cette course à la mère parfaite. Donc dans nos sociétés où il y a déjà une pression de ouf sur les mamans, ça vient rajouter encore plus à cette pression-là. Et voilà, donc cette Ashley Tisdale, voilà l'actrice, elle a dénoncé ça. Et elle a dit, il n'y a pas de parents parfaits, on fait comme on peut. Quelles sont vos réactions du coup à toutes? Marilyn? Bah moi je suis d'accord avec elle, je pense qu'on fait le maximum de ce qu'on peut. Et avoir des groupes, comme sur le principe, ça paraît hyper positif quand ce sont des groupes qui sont bienveillants. Malheureusement, tout le monde n'est pas bienveillant. Et je trouve ça dommage en fait que ça vienne aggraver des situations avec des mamans qui, au contraire, se dévalorisent par rapport à ce qu'elles font. C'est sûr. Et toi, Jessica, alors? Ah, tu as raison, hein, parce que ça peut vite partir dans des dérives de concurrence, Et moi, je suis pas pour tout ça, parce que chacun élève son enfant comme il veut, voilà, comme il l'entend. Et les jugements comme ça, de compétition de la maman parfaite, moi, je cautionne pas trop. Bah, moi, je n'ai pas d'enfant, mais je constate quand même qu'on est dans une société de la performance dans toutes ses sphères. Il faut être la plus fine, ne pas être une femme trop vite, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Et maintenant, il faudrait être la mère parfaite. Bon, ça cause quand même beaucoup de pression, encore une fois, sur les femmes. Donc, pourquoi ne pas juste vivre et Exactement. se laisser un espace de liberté? Donc, bon, malheureusement, je pense que ça partait quand même d'une bonne intention de créer ces mom groups, puisque peut-être qu'il y a des petits tips à s'échanger, je sais pas, je pose la question aux mamans. Oui, si c'est sous forme de partage bienveillant, je dirais tout banalement une recette, une activité manuelle, quelque chose qui peut servir. Mais si ça part dans des compétitions de la maman parfaite, de l'enfant parfait, de « Ah, attends, t'as vu, son enfant, il est comme ça », de la critique, de la mauvaise... Non, là, c'est pas... Ça aide pas, on n'est pas parfait, on n'est pas des robots, comme je dis. On a aussi, nous, en tant que maman, nos humeurs. On peut être fatigué, on peut... Voilà. Et voilà, c'est... Oui, alors moi j'ai pas mal de copines qui sont des mamans et qui font partie de mom groups. Et pour le coup, bah voilà, quand c'est animé de bienveillance, c'est un vrai soutien, des bonnes pratiques. Des mamans qui ont déjà plusieurs enfants, qui sont dans le groupe aussi et qui peuvent donner des conseils et tout. Donc bien sûr que quand c'est un soutien, c'est super. Mais voilà, on imagine, surtout si c'est une grande actrice américaine, elle doit être dans des mom groups dans une autre ambiance. C'est pas la même vie. Et voilà, c'est pas la même vie. Et c'est bien aussi qu'elle dénonce que voilà, personne n'est parfait, quelle que soit la classe sociale, tout le monde fait un peu comme il peut aussi. Et il n'y a pas de parents parfaits, on fait tous tout avec notre cœur comme on le peut. Alors on va passer maintenant à l'histoire de ouf. Les filles, si je vous dis la première femme millionnaire aux États-Unis, est-ce que vous connaissez son nom? Non? Pas du tout. Bah, moi non plus. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, effectivement, on n'en parle jamais. Et pourtant, son histoire est complètement ouf. Et c'est vrai que même dans les précurseurs en termes de business, on nous parle beaucoup des Napoleon Hill, tous ces grands businessmen. Mais on nous parle jamais de la première femme millionnaire américaine. C'est C.J. Walker, Madame C.J. Walker, qui est donc la première femme américaine à devenir millionnaire, qui était en plus une afro-américaine. Et sa success story, elle est super inspirante, vous allez voir pourquoi.
Déjà, elle naît en 1867 en Louisiane. Donc on est moins de 10 ans après l'abolition de l'esclavage. Elle est la première génération du coup suivant cette abolition. Et elle est en plus une femme, donc autant dire à l'époque, aux États-Unis, la situation n'était pas facile pour les femmes. Elle devient orpheline à 10 ans. Elle commence à travailler comme personnel de maison. À 14 ans, elle se marie. À 16 ans, elle devient maman. Et à 18 ans, elle perd son mari et devient veuve. Donc déjà, vous imaginez, elle a vécu toutes les expériences d'une vie en 18 ans d'existence, quoi. Terrible. Sa priorité à partir de là devient déjà, bien sûr, subvenir aux besoins de son foyer, puisqu'elle se retrouve maman solo, et offrir la meilleure éducation possible à sa fille. Elle travaille d'abord comme blanchisseuse, et ses 2 frères sont barbiers. Elle va apprendre auprès d'eux les soins capillaires. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'existe pas de soins pour cheveux de type afro. Donc en fait, les shampoings sont extrêmement agressifs et elle souffre notamment de sécheresse du cuir chevelu, de pellicule et même de calvitie naissante. Donc elle devient commissionnaire d'une marque de soins capillaires qui s'appelle Poro. Et en parallèle, elle continue de développer ses compétences en matière de soins capillaires et elle va créer et améliorer sa propre gamme de produits. Elle déménage à Denver, se remarie et s'installe comme coiffeuse et distributrice de sa marque, qui s'appelle Madame. Son mari devient son partenaire commercial, #couple goal, et lui donne des conseils sur la publicité et la promotion. Donc en plus, ils travaillent en famille et ils développent ensemble le projet. Elle commence par faire du porte-à-porte pour montrer aux utilisatrices comment utiliser les produits, puisque on est effectivement sur un protocole spécial pour cheveux de type afro avec des spécificités. Sa fille devient responsable des ventes par correspondance. Donc voilà, encore projet familial. Et son mari voyage dans le sud et l'est des États-Unis pour développer la marque dans l'ensemble du territoire. En 1908, le couple déménage à Denver et achète d'abord une maison et une usine, puis construit une autre usine, un salon de coiffure et une école d'esthétique pour former justement à l'utilisation des produits. Et ils vont également monter un laboratoire pour aider la recherche et optimiser toujours plus le produit. En parallèle de ses activités commerciales, Sarah C.J. Walker s'implique dans la défense des droits des femmes et des Afro-américaines. Elle participe notamment au financement de plusieurs associations, comme la National Association for the Advancement of Colored People. En 1918, elle est élue vice-présidente de la National Equal Rights League. Elle est une figure symbolique de l'afroféminisme. Mais quelle carrière! Donc effectivement, on parle jamais d'elle dans le monde du business, mais quand on y réfléchit, elle a conçu un produit qui fait sens, qui répondait à un vrai besoin. Elle a veillé à le rendre le meilleur possible. Elle a construit un système de distribution qu'elle a veillé à optimiser constamment et en veillant en plus à l'intégration sociale de certaines populations. Et elle avait une vision qui défendait une cause et des valeurs. Franchement, si c'est pas une queen. C'est inspirant, je trouve. Après, on voit que dans son parcours, elle a su s'entourer de sa famille pour faire prospérer son activité et pouvoir la développer. Donc, c'est magnifique. Une belle aventure familiale. Effectivement, une belle aventure familiale. Et moi, j'avais vu le film. Quand je t'écoutais, je dis, mais ça me dit quelque chose. Et effectivement, on n'en parle jamais, mais c'est merveilleux. Un sacré parcours. Il y a effectivement sa série sur Netflix que vous pouvez regarder. Et moi, je trouve ça vraiment inspirant parce que aujourd'hui, on est très très nombreux à être des entrepreneurs, à défendre des projets. Et on se heurte aussi à beaucoup de difficultés. Et je trouve que quand on entend des success stories comme ça, de gens qui ont vraiment bravé l'impossible, qui ont construit leur patrimoine sur rien et qui ont monté des empires, eh ben, ça donne vachement de force. Donc voilà, à tous les entrepreneurs et les entrepreneuses qui nous écoutent, ne lâchez pas et n'hésitez pas à aller voir en tout cas cette série qui est super. Alors les filles, on va passer maintenant au gros dos. Et j'avoue, j'ai choisi un vrai sujet, vraiment vrai. Je choisis toujours des vrais sujets, mais là, je me suis dit, Angie, il faut choisir ce sujet. J'y suis un peu allée à reculons parce que moi-même, je suis célibataire. Je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de parler de ça. Mais en même temps, c'est un vrai sujet. C'est trouver l'amour en 2026.
Voilà, vaste sujet. Alors, est-ce que des personnes autour de cette table sont en recherche de l'amour? Oui et non. C'est compliqué en 2026 de trouver l'amour, n'est-ce pas? Tu as tout dit, et c'est justement ma démarche. Alors, on a Marilyn autour de la table qui est mariée depuis 150 ans. Waouh! Bravo. Bravo! Bravo! Je fais jeune. Franchement, respect. Voilà, donc on a hâte d'avoir tes commentaires pour nous donner des conseils de survie. Ouais, c'est peut-être plutôt... Moi, je pourrais plutôt conserver l'amour sur le long cours que trouver. Ok, on Pour fera moi, un c'est deuxième mieux. sujet. Donc je vais déjà vous dire comment trouver l'amour et épisode suivant, on fera comment le garder. C'est ça. Super. Eh bien, donc effectivement, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que en échangeant avec des personnes déjà à travers mes lives TikTok et à travers mon entourage, il en ressort que nous vivons une époque compliquée pour les romantiques. Vous avez peut-être l'impression d'être un personnage de Walking Dead. Voilà, c'est le cas. On est dans Walking Dead. Du coup, j'avais envie de défricher un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quelles sont les mutations qui ont fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que plus rien n'a de sens? Alors déjà, je voulais revenir sur un petit aspect historique, parce que j'entends beaucoup d'hommes, notamment sur TikTok et tout ça, dire « c'est dur parce que les femmes se prennent pour des hommes ». Alors, Oula. on va Ça juste veut dire revenir quoi, un ça petit peu sur l'histoire. L'histoire, c'est qu'effectivement, initialement, le mariage, il était arrangé. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, c'était les familles qui mariaient leurs jeunes pour la pérennité du patrimoine. Et pour rappel, il y avait aussi le droit de cuissage, c'est-à-dire que les seigneurs pouvaient disposer sexuellement des épouses des paysans situés sur leur terre. Donc le c'était mieux avant, voilà. Je pense qu'on est un peu loin des chroniques de Bridgerton. Hein. Donc non, c'était pas mieux avant les garçons. Hein. Voilà. Clairement pas. Donc ensuite, la condition féminine s'est un petit peu améliorée. Au début du siècle, c'était toujours des mariages, on va dire, dans une convention sociale, c'est-à-dire entre personnes de la même classe sociale, de la même culture. Donc même si c'était plus arrangé, c'était quand même codifié encore beaucoup. Et c'est après la révolution de 1969 que les mœurs se sont libérées. Et où on a enlevé un petit peu ces codes sociaux qui imposaient déjà le mariage, c'est-à-dire effectivement on n'est plus obligé de se marier, alors qu'avant c'était quand même important pour être reconnu socialement d'avoir une femme et des enfants ou un mari et des enfants. À partir de là, les mœurs se sont beaucoup plus ouvertes et on est arrivé à un moment où, en fait, on se met en couple non plus forcé, mais parce qu'on le veut et parce qu'on aime. Donc c'est quand même une époque qui est belle, puisqu'en fait on n'est plus contraint par des codes sociaux ou des obligations. Donc ça c'est quand même le point positif les filles, non? Oui, bah bien sûr, oui. Très positif. Marilyn, Ah, moi, je trouve que c'est très positif. voilà. Pas facile à vivre parfois, mais très positif. C'est sûr, donc ça c'est le point positif, c'est qu'on est maintenant dans des registres d'amour et de consentement. Donc c'était pas mieux avant du coup, c'est bien maintenant. Et ce qui se passe, c'est que forcément on n'a plus la dictature d'une catégorie par rapport à l'autre, on a deux êtres face à face, et tout le spectre non-binaire bien sûr, je vous laisse vous polariser comme vous le sentez bien sûr dans mes propos. Mais voilà, on a en tout cas sur le principe l'homme et la femme qui sont face à face, enfin, et qui doivent se découvrir, puisque nous sommes des créatures différentes, avec des besoins, des ressentis différents. Je vous invite d'ailleurs à lire Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus pour plus de détails. Mais nous avons des fonctionnements différents. Alors qu'est-ce qui est passé par là en plus? C'est le progrès technologique. Est-ce que vous êtes déjà inscrite sur un site de rencontre, les filles? Bon, toi, je te demande pas, Marilyn, Ah non. puisque tu es déjà mariée depuis l'enfance de Jésus. Jessica, site de rencontre? Oui, j'ai déjà essayé les sites de rencontres et moi, ce qui me dérange dans les sites de rencontres, c'est que c'est pas naturel. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, machin. Et ça reste du virtuel. Et moi, je préfère le réel Ok. parce que des fois, par écrit, c'est pas pareil qu'en réel. Ok. Est-ce que tu as déjà rencontré l'amour via un site de rencontre? L'amour via un site de rencontre, non. Ok. Et toi alors, Jessie? Alors, moi, j'ai un fiancé.
que j'ai Oh rencontré dans la vraie vie. là là. Et je ne crois pas aussi de rencontres. Pour moi, il faut avoir... il faut que je vois la personne, que je vois sa gestuelle, que je vois comment il est habillé dans la vraie vie. J'ai besoin de voir en chair et en os. Ok. Donc je ne sais pas si c'est cette croyance-là qui a fait que j'ai rencontré mon amoureux dans la vraie vie, mais voilà, en tout cas, je n'y crois pas trop aussi de rencontres. Je suis d'accord avec toi. Même si dans mon entourage, il y a des personnes qui sont mariées via le site de rencontre. Mais moi, personnellement, je suis comme toi. Je veux voir les réactions en réel. Ça fait que les profils vont peut-être plus matcher que sur une application où il y a tout venant. Parce que des fois aussi, on se fie aussi à une image. Parce que sur les sites de rencontre, on met des photos. Les photos, des fois, ne sont pas vraies. C'est pas les mêmes qu'en réel. Alors oui, je vais rebondir sur ce que tu dis. Parce que, Oui. bon, moi-même, je suis célibataire et j'avoue, je me suis inscrite sur un site de rencontre il n'y a pas longtemps. C'est aussi ça qui m'a donné envie de ce sujet. Moi, en fait, le problème principal que j'ai, c'est que j'ai une vie de Pokémon. En plus, Je ne peux pas. Va expliquer à quelqu'un. Alors moi, je suis consultante dans l'informatique, mais aussi artiste. Enfin, on me disait faux profil direct. Donc je disais pas que j'étais artiste. Je disais que consultante. Mais déjà, je voudrais faire un appel à toutes les personnes qui sont sur les sites de rencontres. Mettez-vous en valeur. Parce que là, il y a des photos, c'est incroyable. C'est en contre-plongée. On voit votre pli du cou. Vous avez l'air d'avoir tué 30 personnes dans la nuit. Mettez-vous en valeur. Voilà, en plus, tout le monde a son charme, a des passions. Montrez-les, montrez-vous en train de faire vos passions. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc oui, effectivement, les réseaux, très compliqués. Et en fait, ce qui a créé une vraie mutation aussi par rapport à notre époque, c'est que on peut rencontrer des personnes en un instant, sans barrière géographique ni temporelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux rompre et le soir même avoir 3-4 encarts de planifier. Donc, la notion de se concentrer sur l'individu, apprendre à le connaître et surmonter les petites crises, parce qu'il y en a toujours, même dans la phase où on apprend à découvrir la personne, elle est très vite bypassée aujourd'hui en disant de toute façon, il y en a 10 autres qui attendent, donc t'es pas C'est content, vrai. next. Donc, c'est vrai que ça crée un petit peu un côté consumérisme qui est venu ternir cette jolie conclusion du chapitre précédent où on est enfin face à face et où on peut se mettre ensemble parce qu'on s'aime. Oui, mais on s'aime plus vraiment parce qu'on se consomme. Cependant, ce que j'ai trouvé super intéressant, ce sont les chiffres, puisque je suis tombée sur une étude Ipsos demandée par Mythique en 2025. Et près de 49% des célibataires déclarent ressentir une fatigue face aux rencontres en ligne. Ce chiffre grimpe à 61% chez les utilisateurs réguliers d'applications. Et on appelle ça la dating fatigue. C'est plus un phénomène marginal, c'est vraiment un mouvement de fond qui traverse actuellement toutes les générations. C'est-à-dire qu'on arrive, je pense, à une limite où à un moment ça a fait kiffer les gens. Ouais. Maintenant, flemme, tu vois, c'est... Exactement, flemme. C'est vrai, ça te parle ce mot ? Oui, c'est ça, flemme. Alors cette dating fatigue, elle est aussi liée à de nouvelles exigences, puisqu'on a 42% des célibataires qui placent l'équilibre entre relations et projets personnels au cœur de leurs attentes. 35% privilégient même leur développement individuel. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est l'envie d'une relation saine et équilibrée. On ne peut offrir le meilleur de soi à quelqu'un que si l'on se sent bien dans sa propre vie. Donc il y a un vrai besoin, au-delà de la relation, d'avoir aussi une vie privée, qui fait qu'on a moins aussi ce besoin de l'autre, mais plutôt une envie de partage. Qu'est-ce que ça vous évoque, les filles ? Marine, elle répond pas parce qu'elle est bien, elle, depuis Ouais. 30 ans, avec l'amour, là. Non, Mais c'est bien, je me disais juste par rapport à ce que tu disais que je trouve que justement le fait d'être bien soi-même, d'être deux unités, permettent de construire une unité. Et que si on va chercher chez l'autre ce qui nous manque, quelque part on a un déséquilibre et on s'accroche plutôt qu'on s'aime. Et ça crée pas quelque chose qui va durer sur la longueur. Alors que si on a pris le temps de se construire soi-même, je trouve qu'il y a aussi un intérêt, quand on est célibataire, à prendre du temps pour soi, à mieux se connaître, parce que du coup, on sait ce qui va nous permettre de faire un couple. Et peut-être que c'est ça aussi qui pose problème, c'est l'abondance. Tu parles
d'applications de rencontres, c'est vrai que c'est compliqué avec plein de profils de trouver la personne qui va nous correspondre. Alors que peut-être effectivement quand on se rencontre dans la vraie vie, déjà souvent on se rencontre via des milieux, un peu comme ça se faisait avant, tu vois. Et du coup, on a quand même ça... Oui, tu vois ce que je veux dire ? et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on y réfléchit, on se met à chercher l'amour pour de la construction peut-être un peu plus tardivement aussi, puisqu'on fait nos études aujourd'hui, donc on se marie plus tard, et on a une certaine maturité qui n'est pas la même que quand autrefois il pouvait y avoir ces recherches à des âges beaucoup plus jeunes. Aujourd'hui, à la trentaine, on a besoin aussi de construire, donc il y a une maturité, et c'est vrai qu'en tout cas, il est vraiment ressorti ce besoin d'avoir un équilibre et que la relation soit pas le centre de la vie, mais vienne s'inscrire dans un équilibre global. Et ce que tu disais d'ailleurs, Jessica, est intéressant et effectivement fait écho à ce que disent les chiffres, puisque 90% des célibataires affirment que l'émotion, l'intuition et le ressenti priment sur la compatibilité rationnelle. Exactement. Donc c'est toujours ce sondage Ipsos de 2025. Donc c'est pas une liste de critères qui déclenche le coup de cœur, c'est une conversation où l'on se sent compris, un regard qui s'attarde et un rire partagé, voilà, ce genre de moment magique Exactement. où on sent le feeling, voilà ce grand mot, le feeling. Qu'on qu'on retrouvera peut-être pas en parlant par écrit, c'est pas pareil. Parce que les sites de rencontres, c'est ça. On commence par coucou, ça va par écrit, on s'appelle ou pas, et ça peut durer un moment comme ça. Et tu te rends compte que dans le réel, bah non, en fait, ça matche pas du tout. Ou même physiquement, ça se trouve, ça a rien à voir avec la photo aussi. Tu te dis, c'est bien toi là Oui, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'arriver à un rencard avec une personne qui n'avait absolument rien à voir avec sa photo. Il faisait 30 cm de moins, il avait 20 ans de plus et... C'est ça, des fois il y a des questions même qu'on pose pas sur le moment et que quand on voit en réel, on se dit mais en fait il était petit, moi je pensais que tu étais grand. Oui, et il y a une émission d'ailleurs sur M6 qui est très marrante, et si on se rencontrait, je sais pas si vous avez déjà regardé. Oui, ça me Des dit gens quelque qui chose. pendant des années se parlent et se rencontrent enfin, et des fois ils se rendent compte qu'il n'y a pas ce feeling, il n'y a rien. Et tu te dis, ça fait 8 ans qu'il s'appelle Mon Amour. Et en fait, il n'y a rien, donc c'est fou. Donc oui, le réel est vraiment c'est primordial. important. C'est clair. Mais du coup, ce qui est intéressant avec ces chiffres, c'est que ce qu'on prend pour une période de crise dans le domaine de l'amour, en fait, c'est une super évolution. C'est que il y a un changement d'exigence, une envie d'authenticité, une envie de réel qui rentre dans le paysage et qui vient tout chambouler. Selon l'IFOP, 70% des célibataires se disent romantiques et aspirent à une relation stable. En complément, il y a un chiffre aussi de Tinder. Pour 2026, 56% des jeunes célibataires estiment que les conversations honnêtes sont essentielles. Donc il y a un besoin d'honnêteté, il y a un besoin d'authenticité. On a 37% des célibataires qui estiment que partager des valeurs est essentiel pour envisager une relation. Et les critères les plus importants sont le respect, l'empathie, les valeurs familiales, l'engagement pour ceux qui comptent. Mais un truc intéressant en tout cas, c'est que le red flag le plus rédhibitoire dans les chiffres, c'est que 54% des célibataires ne supportent pas les personnes impolies avec le personnel de service. La gentillesse n'est donc pas un détail dans la séduction, mais ça aussi, ça prouve en fait qu'il y a une recherche de bonnes personnes en fait. Voilà, en tout cas, on est à une époque où on attend beaucoup d'une relation. On veut plus juste que ça se passe bien, on veut de la passion, de l'amour, du frisson, que les loisirs de l'un soient complémentaires avec les loisirs de l'autre, que chacun ait son espace mais qu'en même temps il y ait la fusion, qui est l'aventure mais en même temps la sécurité. Voilà, on recherche quelque chose de beaucoup plus intense, alors qu'avant c'était quelque chose de plus conventionnel et forcément plus évident à trouver peut-être. Moi j'ai une question à vous poser du coup les filles. Est-ce que vous pensez que cette augmentation des attentes, elle est aussi liée à tout ce qu'on nous biberonne comme film sur les belles histoires? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense qu'il y a une partie de ça aussi. Hein. C'est entre... Parce que maintenant, TikTok, Insta, toutes les belles images, tout est enjolivé. On va pas se mentir que... pourquoi ça serait pas comme ça dans la vie réelle?
Donc oui, on s'imagine, on idolâtre un peu tout ça et peut-être que c'est peut-être pour ça aussi que les critères ont changé. J'ai l'impression qu'on est trop biberonné de films, de séries, même de livres qui racontent ces romances parfaites et où chacun est dans sa performance et au max de sa performance. Chacun est beau, chacun est sportif, chacun est fortuné. Les belles-mères sont gentilles, la belle famille est parfaite, alors qu'en réalité, c'est absolument pas ça. Et en fait, on omet dans ces histoires-là de nous raconter les petits couacs, la réalité en fait, la vie quotidienne, les lessives. D'ailleurs, il y a un bouquin génial qui s'appelle Après l'extase, la lessive, que j'aime beaucoup, que je vous recommande, sur justement remettre de la magie dans le quotidien. Et t'as totalement raison. Donc oui, les lessives, le ménage, qui fait ça en fait ça, on le trouve pas forcément dans les bouquins. Oui, c'est clair, et moi-même je me suis énervée sur les chroniques de Bridgerton dernièrement. Parce que j'étais là, non mais ça va, oui, personne n'est comme ça. Et d'ailleurs c'était rigolo parce que dernièrement j'ai rencontré quelqu'un qui avait vraiment des belles valeurs. Et je lui ai dit, bah, ça fait plaisir parce qu'on voit pas souvent des personnes comme ça. Et il m'a dit, mais si, on est plein. Et je lui ai dit, mais vous êtes où ? Vous êtes tous dans un village reclus. Vous êtes cachés. Et du coup, les personnes bien, faut vous montrer un peu plus en fait, on ne vous voit pas. Et on a besoin de retrouver espoir justement. Donc, mais comme tu dis, moi je pense vraiment qu'il y a tout un imaginaire que ça nous a mis d'attente, où on a eu un niveau d'exigence de l'autre qui est au niveau hollywoodien, alors que comme tu dis, la personne... Oui, elle est en mode à différents moments et elle est au max, mais on peut pas être au max à chaque instant du quotidien. Des fois, on est aussi fatigué, des fois, on est aussi... Voilà, donc très intéressant. Merci, Jessie. Alors, au-delà des grandes attentes, quelques petits tips quand même pour trouver l'amour en 2026. Le premier point, c'est travailler sur ses blessures. Le conjoint que vous allez rencontrer n'est ni un exorciste ni un psychologue. D'accord, donc je plaisante bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut travailler sur vous. Moi ça me rend ouf quand j'entends même des copines dire oui je m'énerve tout le temps pour rien, je suis comme ça. Non, tu peux pas imposer ça à ton entourage, surtout si t'en as conscience en fait. Donc travaille sur ça et deviens une personne agréable pour la paix de ton entourage, si tu es en plus conscient de ton problème. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler sur vous. Nous avons bien sûr la sophrologie comme merveilleux outil pour les blessures de notre histoire. Et pourquoi je le dis ? Parce que, en fait, malgré nous, il y a plein de schémas qu'on reproduit. Et moi-même, par exemple, il y a quelques années, j'ai eu envie de faire une psychothérapie justement en me disant « je suis que dans des relations toxiques, pourquoi en fait ?» Et je sais pas si vous avez déjà fait des thérapies, les filles autour de cette table. Bien sûr, évidemment, c'est indispensable. À mon sens, c'est indispensable si on veut trouver l'amour et bâtir un couple solide. Parce qu'on aura tenté de guérir un peu ses blessures. Exactement. Jessica, tu as déjà fait, toi ? Pas de thérapie, j'ai déjà vu quelques fois psychologue, mais j'ai pas été convaincue. D'accord. Bon, toi, tu es la thérapeute, donc... Donc, est-ce que la thérapeute, En fait, avec la sophrologie, on a beaucoup d'outils. Et quand on est sophrologue, on est obligé, entre guillemets, de s'entraîner sur soi-même. Donc, c'est vrai qu'avec une supervision, ça nous permet d'avancer sur notre construction de nous-mêmes. On travaille en sophrologie beaucoup nos valeurs. Donc on travaille la valeur de la liberté, qui pour moi est fondamentale dans notre existence, mais aussi la valeur de l'amour, la dignité. Et du coup, j'ai un petit peu fait ma thérapie quand j'ai fait mon parcours pour devenir sophrologue en fait, sachant que je fais des formations régulières et que ça entraîne ça. Cependant, quand j'ai eu besoin, effectivement, j'ai été voir une psychologue pour m'accompagner dans des moments dans un moment difficile. Mais voilà, chacun peut trouver ses outils pour se permettre d'être. Oui, et il y a une phrase que j'adore, c'est qu'en fait, le travail sur toi, il va t'aider à identifier ce qui, en toi, n'est pas toi. Et on est nombreux à être en réaction au lieu d'être dans l'action dans notre vie et à, malgré nous, rejouer des scènes.
Et je trouve que faire ce travail sur soi, alors de plein de manières, on pouvait aller voir donc sophrologue, thérapeute ou même lire des livres sur le développement perso, mais ça aide à comprendre plein de choses. Et moi, je me souviens que d'ailleurs la psychothérapeute que j'étais allée voir, elle m'avait dit, de toute façon, on n'est pas attiré par ce qui nous convient, on est attiré par ce qui nous est familier. Donc si en fait vous avez par exemple dans votre histoire eu des proches toxiques ou grandi dans une toxicité, dès que dans votre vie vous allez croiser des potentiels conjoints qui ont cette toxicité là aussi, vous n'allez pas vous dire ah non c'est danger, vous allez vous dire mais c'est la maison. Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est la maison. Ouais. Et du coup voilà le père idéal parce qu'il a la même toxicité que votre père, alors qu'en fait voilà c'est pas du tout un bon plan. Donc c'est vrai que faire ce travail sur soi, c'est vraiment le premier point. Et ça fait déjà du bien dans votre vie, ça vous aide à être épanoui. Et ça m'amène au deuxième point, puisque pour trouver l'amour, les gars et les filles, il faut déjà être bien tout seul. Très souvent sur mes lives, j'ai des personnes qui me disent oh là là, c'est terrible, je suis célibataire depuis longtemps, je ne trouve pas l'amour. Ok, est-ce que tu sors ? Est-ce que t'es bien ? Quelles sont tes passions ? Et en fait, ils sont dans une inertie totale. Et du coup, les amis, si vous voulez que l'amour vienne à vous, il faut que l'amour aussi, il émane de vous. Donc, autre conseil, surtout que la beauté, elle n'est pas que physique, c'est aussi une énergie, c'est quelque chose qui résonne autour de vous. Donc voilà, sois bien dans ta vie, travaille ta confiance en toi et aussi demande-toi qu'est-ce que tu veux. Parce qu'il y a plein de gens, ils veulent se mettre en couple, mais en fait, ils n'ont pas spécialement de... Enfin, ils savent pas précisément ce qui les attire. Donc c'est important de se connaître, en tout cas, de savoir qu'est-ce qu'on veut construire et pourquoi. Le troisième point, c'est Jessica qui a tout dit tout à l'heure. Privilégier le réel. C'est-à-dire que même si tu es sur un site de rencontre vite la personne, en fait. Perds pas du temps à parler pendant des mois. Parce que sinon, tu peux nourrir d'espoir et idéaliser la personne alors qu'elle te correspond pas du tout. Donc rencontrez vite les gens. Et il y a plein de concepts qui émergent avec des croisières de célibataires, des soirées de célibataires, des dîners de célibataires, des excursions randonnées. Provoquer la rencontre aussi dans le réel en allant directement voir les gens, comme disait Jessie tout à l'heure, et Jessie est en couple donc c'est vraiment important d'écouter ses conseils. C'est important d'être dans ce réel, dans ce lien et dans le concret. Et enfin justement, comme disait Marilyn tout à l'heure, c'est important de travailler sur toi, de travailler ton intelligence relationnelle et émotionnelle, pas seulement quand t'es en couple, mais aussi quand t'es seule, pour justement mieux appréhender la relation après, et pas après plusieurs années de célibat, être un ou une ours des cavernes qui du coup est surpris d'avoir quelqu'un qui rentre dans sa vie. Il faut se préparer dès à présent, se conditionner en fait. Je pense aussi que c'est... je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais en tout cas, il faut être en posture d'ouverture pour rencontrer l'amour. Exactement. Moi, c'est rigolo parce que souvent les gens en live ils me disent mais est-ce que tu cherches l'amour ? Alors moi je dis mais moi si je trouve accidentellement l'amour, c'est super. Mais c'est vrai qu'il faut être en posture d'ouverture pour le trouver aussi, je pense. Tu peux avoir de très belles rencontres qui passent à côté de toi. Si t'es pas du tout câblé, elles passent à côté de toi. C'est vrai. Donc voilà, et une citation que j'adore pour conclure, c'est ce que tu cherches te cherche aussi. Ah, C'est beau, c'est magnifique. merci. Et je pense que c'est vrai. Moi, je suis convaincue de ça. Ok. Et toi, Jessica ? Je l'espère. Et je suis convaincue que on a dans la loi de l'attraction des choses qui nous attendent quand on est nous-mêmes câblés sur quelque chose. Et je vous souhaite en tout cas, tous les auditeurs et toutes les personnes autour de la table, beaucoup d'amour. Émanons de l'amour à fond. Mais voilà, ainsi s'achève ce gros dos. Et comme vous pouvez le voir, donc sur une note très positive, puisque les chiffres sont plutôt optimistes et révèlent que les attentes sont fortes. On veut des belles histoires d'amour, on veut de l'authenticité, on veut vibrer. Et c'est pour ça que c'est dur de trouver quelqu'un aussi. C'est parce que les attentes ont changé. Alors, le 3 questions à cette semaine, c'est Jessie qui va me le poser. Et oui, Angie, à toi de répondre aux questions cette fois-ci. Tu as fondé une association qui s'appelle Angie to the World. Qu'est-ce qui t'a... C'est vrai.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder cette association? Alors déjà, moi, j'ai grandi dans l'associatif parce que ma famille, elle est engagée dans énormément de causes. C'est même mon grand-père qui a fondé le comité de l'Ardèche de la Ligue contre le cancer. Et c'est ma mère qui a pris sa suite. Donc j'ai vraiment grandi dans ce contexte de solidarité envers les autres, à des âges où normalement les enfants s'amusent le week-end. Moi j'avais le t-shirt Pataclope dans des événements avec donc au profit de malades et de familles. Donc j'ai vraiment baigné dedans. Et Marilyn en sait quelque chose puisque c'est une amie de ma famille depuis longtemps et elle m'a elle-même vue dans ce contexte. Et je l'ai même porté avec toi et ta famille. C'est vrai que tu étais une Pataclope. Mais voilà, c'est vrai que défendre des causes, aider les autres, c'est des logiciels qu'on a mis très tôt dans ma tête et j'ai vraiment grandi dans ça. Donc là, c'est vrai que j'étais très concentrée sur ma musique depuis des années. Et en fait, j'ai fait ma première tournée à l'international en décembre 2025. Je suis partie au Sénégal. Waouh! Et pendant un mois qui a été très intense, où j'ai vécu au rythme des personnes et de leur quotidien et aussi de leurs difficultés, parce que c'est un pays qui a aussi des difficultés sociales et économiques. Et en fait, j'ai eu envie spontanément d'aller offrir des courses dans les villages voisins à Sali, qui était la ville où je logeais. Et je me suis pris de plein fouet une réalité de familles qui n'avaient pas d'eau courante, qui n'avaient pas d'électricité pour la plupart, et voilà, qui étaient dans des conditions de vie très très difficiles, avec parfois un manque de nourriture pour les prochains jours en fait. Donc moi c'est vrai que de base je suis arrivée avec mon petit sac de riz en me disant c'est rien en fait, et vu leur réaction j'ai compris que c'était en fait beaucoup, et je me suis dit que même à un petit niveau on peut faire des choses pour aider, et c'est ce qui m'a donné envie de monter cette association en fait, d'ouvrir cette dimension humanitaire de mon projet musical en me disant bah voilà, toutes les followers, la base de followers, la base de réseau que je mets en place depuis des années, j'ai envie aussi de contribuer pour aider les autres avec. Voilà qui est très intéressant. Et dis-nous, quels sont les projets que tu as commencé à mettre en place? Donc déjà, moi, dans cette association, j'ai 2 impératifs. Le premier, c'est d'être dans une totale transparence avec les gens sur chaque centime de don. Et aussi d'être dans un partage, c'est-à-dire à travers notamment mon TikTok et mes réseaux, faire vivre les projets avec le public en fait, c'est-à-dire que ce soit vraiment une expérience commune où on est tous ensemble à agir, puisque c'est le but, ça n'est pas que moi, c'est nous tous. Et donc parmi les projets, moi il faut savoir que je suis chef de projet de métier. Donc c'est l'avantage, c'est que j'ai vraiment la méthodologie de projet, et je suis actuellement en train de comparer les devis pour le premier qui va être d'envergure, puisqu'il s'agit de la construction de 5 puits justement dans la région de Sali, au niveau des villages avoisinant Sali. Donc il va y avoir une grosse cagnotte de lancée bientôt pour permettre cette construction des puits. Et enfin, j'ai aussi un projet de concert avec d'autres artistes que je vais organiser pour des enfants malades dans un hôpital. Et voilà, ça va être un très joli projet aussi. Donc le but, c'est vraiment de tourner en fait mes activités artistiques aussi au bénéfice des autres et de défendre des causes. Et effectivement, je vais retourner au Sénégal au mois de juin pour une nouvelle tournée. Et ce sera l'occasion de rencontrer les différents acteurs qui vont... de faire avancer en tout cas sur place les différents projets aussi. Donc voilà. Ce sont de très beaux projets. Je rebondis sur ce que tu as dit. Est-ce que pour toi, c'est important, quand on est artiste, de s'engager, de défendre des causes spécifiques? En fait, je pense que les générations d'artistes avant... C'est vrai qu'ils étaient très empreints de ces causes-là. Quand on voit Coluche qui a fondé les Restos du Cœur, Goldman aussi qui a été engagé dans de très nombreuses causes. Je pense qu'à l'époque, c'était quand même plus facile pour ces artistes-là, puisqu'il y avait tout un système économique dans la musique qui était plus facile pour eux. Aujourd'hui, les artistes, on galère. Honnêtement, gros message de force à tous les artistes indés. On n'est vraiment pas dans un contexte facile déjà de base, et on ne peut pas non plus nous demander de porter le monde et toute la souffrance humaine. Par contre, je pense qu'on est des messagers
je pense qu'on porte des voix et qu'on a quand même un devoir de créer du lien et d'ouvrir un petit peu les consciences à certaines réalités. Mais il faut vraiment le ressentir. Il faut pas que ce soit de la stratégie, de dire voilà, je vais faire ça. Faut vraiment le ressentir. Moi, honnêtement, vous m'auriez vu dans ce champ là-bas à Sali. Vous auriez senti toute ma sincérité, honnêtement, dans mon cœur de femme, dans mon cœur de future maman. Voir ces enfants qui n'avaient pas à manger. Sincèrement, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Et ça m'a donné envie vraiment d'agir. Donc il faut le ressentir. Faut pas que ce soit il faut être généreux, donc je vais défendre tel assaut. Si tu le ressens vraiment, fonce. Mais il faut pas que ce soit forcé ni calculé parce que ça perd son sens. Donc pas de pression, je trouve, pour les artistes d'aujourd'hui qui ont déjà beaucoup de défis. Mais moi, je sais que je l'ai ressenti déjà dans mon cœur de femme. Et j'ai aussi quand même une communauté maintenant de plus de 30 000 personnes qui me suivent au Sénégal. Waouh, C'est génial. Un tiers de mes followers TikTok qui sont là-bas. Et j'ai quand même ressenti un devoir de me dire, ok, j'ai pas juste envie de venir chanter et repartir. J'ai envie de contribuer aussi d'une manière et d'apporter quelque chose aussi à toutes ces personnes qui ont des difficultés aussi. Donc voilà. Mais je pense que c'est important quand même de laisser l'artiste libre de porter des messages ou non. Voilà, faut que ça reste sincère et un plaisir. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Angie. On en sait beaucoup plus sur l'assaut NG to the World. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant dès que la collecte sera lancée. Et en tout cas, merci Jessie pour ces 3 questions A. Je t'en prie. On va passer maintenant à la tendance de la semaine. Et j'ai eu envie de mettre en valeur une initiative de Pamela Anderson, qui est quand même une icône glamour des années 90 et qui incarne vraiment, je trouve, la femme dans toute sa sensualité. Et elle a fait le buzz en fait en débarquant à la Fashion Week sans make-up. Et c'est assez fort parce que les propos qu'elle a tenus à la presse, donc c'est une liberté, un soulagement. Il y a de la beauté dans l'amour de soi et dans l'imperfection. À ce jour, est-ce qu'on sait encore à quoi ressemble un visage ? Donc c'est des mots forts, hein, les filles. Est-ce que vous avez envie de réagir ? Quelle est votre réaction ? Moi, j'adore, parce que je pratique ça aussi régulièrement. C'est-à-dire que je ne suis pas une hyper maquillée, plutôt au naturel, et même certains jours réellement au naturel, sans rien, sans crème teintée, sans rien. Donc moi, je suis plutôt pour. Et comme elle le dit, voilà, ça permet de voir la personne réellement, sans tous ces artifices. Une autre réaction peut-être, Jessie ? Oui, c'est bien que ce soit une icône qui donne un autre modèle de beauté et un autre canon de beauté pour l'année 2026 et les autres années à venir, et ne pas se dire c'est que lorsque l'on est maquillée qu'on est belle. Donc moi, je la félicite et merci Pamela. Oh. Et toi, Jessica ? Mais effectivement, merci Pamela, parce que ça permet aussi de se dire qu'il n'y a pas besoin d'être maquillée pour se sentir belle aussi. Et il y avait aussi Alicia Keys qui avait fait ça, je me rappelle, il y a quelques années. Oui, exact. Et qui avait montré aussi la beauté naturelle. Et bon, je me maquille, donc bon. Mais je me maquille pas tous les jours. Eh oui, c'est ça aussi. Et après, le truc, c'est que quand on est habitué à avoir un visage maquillé, quand on se démaquille, on se dit mais t'es fatiguée, et t'es nana. Et quand c'est le contraire et que tu te maquilles, on dit ça te va mieux au naturel. Donc là, voilà, c'est une icône qui en parle. On l'a connue maquillée, on l'a vue démaquillée et c'est très très bien. Comme tu dis, il y a une schizophrénie. C'est vrai que on est tout le temps. Et je me faisais la réflexion de toute façon parce qu'on a beaucoup parlé de la femme pendant ce mois de la femme. Au final, ça nous met une pression de ouf, ce mois de la femme. Je sais pas si vous aussi vous le ressentez. En fait, et tonnes d'émissions là, qu'a apporté la femme dans ci, qu'a apporté la femme dans ça. On avait envie de dire mais laissez-nous, Tranquille. foutez-nous la paix. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'il y a une schizophrénie où quand on est trop naturel, on nous dit tu te négliges. Et oui. Et quand on est trop maquillé, on nous dit que c'est trop. Donc c'est un peu difficile. Déjà, moi, je trouve quand même drôle qu'on fasse le buzz en ne se préparant pas. Enfin, en ne faisant rien, on fait le buzz. Oui.
Il y a un truc drôle dans ça, non? C'est-à-dire... Enfin, t'imagines, flemme de me préparer, j'y vais comme ça, et tu te retrouves à faire le buzz alors que toi, Exactement. t'avais juste prévu d'y aller peinard. C'est ça. C'est marrant, hein, quand même. Nature peinture, t'y vas et hop, ça fait le buzz. Et au final, ça plaît à beaucoup. C'est drôle, hein. Oui, en fait, il m'est arrivé un truc marrant récemment parce que je suis partie donc en mode jogging, pas maquillée, chercher un colis et je suis reconnue. J'entends « Hey, mais c'est toi la TikTokeuse !» Et moi, j'étais pas du tout câblée sur ça, donc c'est moi la TikTokeuse. Oui. Et c'était marrant parce que j'étais vraiment pour le coup nature peinture. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je suis toujours plus ou moins dans ma DA, donc j'étais quand même en jogging rose. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a dit qu'il a reconnu. Mais en fait, c'était chouette d'être naturel aussi, tu vois. C'est aussi une autre qualité de rencontre. Et le fait qu'il m'ait reconnu quand même, il était ravi, lui, tout simplement. Il s'en foutait que j'ai mis du blush ou pas, en fait. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que quand ta relation, elle est authentique avec les gens, en fait, normalement, que tu sois maquillée, pas maquillée, coiffée, pas coiffée, habillée d'une manière ou pas d'une manière, en fait, ça rentre pas tant que ça en ligne de compte si la relation, elle est authentique. Exactement. Et c'est ça qui est chouette, c'est que je trouve que c'est cette authenticité aussi qu'elle souligne. C'est de dire, aimez-nous comme nous sommes. Voilà. Bon, merci les filles en tout cas. Et sur ce, on va passer à la dernière rubrique de cette émission qu'on attend avec impatience. Elle nous aide à dormir, elle nous aide à manger, elle nous aide à pas trop être stressée. Marilyn est dans la place. Comment ça va, Marilyn? Ça va bien, merci. Et donc, on va passer à sa chronique bien-être, qui est cette semaine des conseils pour bien dormir. Alors, Marilyn, peux-tu nous aider? Alors, peut-être déjà, à quoi sert le sommeil? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que notre corps fait pendant la nuit? Alors, une idée? Moi, je rêve, je dois dépenser des tonnes d'énergie à rêver des rêves de fou. Hein. Vous rêvez les filles ou pas, vous? Ah oui. Oui, moi Des rêves, des rêve. cauchemars. Ouais. Deux. Je rêve énormément à tel point que j'ai fini par noter mes rêves. Ah oui. J'écris mes rêves parce que je rêve énormément. Donc la nuit, certainement, on rêve et peut-être qu'on mémorise des choses aussi. Tout à fait. Ah oui, moi je rêve beaucoup. Et c'est vrai que des fois, je sais pas si ça vous le fait, vous avez envie de continuer votre rêve. Vous vous réveillez au moment où c'est intéressant. Ça, c'est vrai. Ouais. Et toi, alors, est-ce que tu rêves beaucoup, Marilyn? Oui, moi je rêve beaucoup. Après, il faut savoir qu'on ne se souvient de son rêve que si on a un petit micro-réveil. Et justement, quand on se réveille, c'est pour ça qu'on s'en souvient. Ah, Donc, ça c'est vrai, parce que c'est souvent les rêves du matin. Parce que moi je me réveille beaucoup dans la nuit. Et je me souviens du dernier, la petite sieste, on va dire. Quand C'est tu ça. te Et tout rendors. comme toi, j'ai aussi des moments où je me dis « Ah non, je préférerais rester dans mon rêve. J'étais à » Mais la non, mer. il faut revenir et commencer nos journées. Moi, je pourrais écrire un scénario improbable chaque matin, je vous jure. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Dis-nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, comme disait Jessie, ça nous permet aussi de mémoriser et d'avoir nos mécanismes d'apprentissage qui se mettent au repos et qui nous permettent d'intégrer tout ce qui s'est passé dans notre journée. Ça nous permet aussi de réguler notre humeur, et alors ça, on le sait bien, si on n'a pas assez dormi, Oh, on est on peut fâchés. être énervé. On est grognon. Ah oui. Ça nous permet d'augmenter nos performances intellectuelles. Et bien sûr, ça nous permet de maintenir notre vigilance dans la journée. Si on n'a pas bien dormi, on n'est pas bien. Et d'être aussi très réactif dans notre journée. Donc c'est hyper important d'avoir un bon sommeil. Sur ce, on peut aussi noter que ça nous permet d'améliorer nos défenses immunitaires et d'éliminer toutes les toxines de la journée. Donc hyper important. Donc après ça, comment on fait, me direz-vous? Bah oui, on fait comment du coup? Alors en Quelles sont premier, tes astuces? quelles sont nos astuces? Déjà, nous créer un environnement propice au sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un environnement propice au sommeil? C'est peut-être une température de chambre à retravailler. Les recommandations, c'est d'être plutôt autour de 18-19 degrés dans la chambre, puisqu'on sait qu'on a notre corps qui refroidit pendant la nuit, que c'est favorisant d'un meilleur sommeil. Donc n'hésitez pas à avoir une faible température et à mettre des couvertures sur vous. Il y a certaines personnes qui ont besoin notamment de couvertures un peu lestées, qui dorment mieux quand il y a un poids sur elles. Ça existe, faut pas hésiter. Alors moi, je précise que s'il fait moins de 25 dans la chambre, je meurs. Hein. Mais non, tu dors mieux, tu ne meurs pas.
Ne Elle t'inquiète a pas. pas tort, c'est vrai. Hein, parce que quand Mais en elle- même temps, je dors Ouais. déjà 72 heures, donc ça va, j'ai pas de... j'ai pas de problème. Deuxième chose, toujours dans notre environnement donc positif, on essaye d'avoir une chambre avec peu de lumière, ou en tous les cas, pas les lumières bleues, pas les lumières rouges, qui sont hyper stimulantes pour notre cerveau. On peut aussi, idéalement, couper le Wi-Fi, couper les téléphones, toutes les ondes. On essaye de les éviter. On essaye de se créer un environnement qui est calme. Alors en ville, je sais, c'est compliqué, mais peut-être choisir de mettre sa chambre à un endroit où il y a le moins de bruit possible. Ou on n'hésite pas à utiliser peut-être les boules caisses si on a des voisins qui sont un petit peu bruyants et qu'oublient qu'ils ont du voisinage. On pense aux boules caisses. Toujours intéressant. Et en Feng Shui, on nous dirait qu'il faut éviter les miroirs dans la chambre, en tous les cas devant le lit. Ça serait favorisant aussi d'un meilleur sommeil. Vous me connaissez, c'est le moment alimentation. Donc sur l'alimentation, pour favoriser notre sommeil, l'idéal c'est de travailler son dîner. Donc on va faire un dîner plutôt léger. Attention, léger ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on va pas mettre de friture au dîner. Qu'on va essayer de ne pas avoir trop de plats en sauce qui sont favorisant d'une digestion plus longue, qui vont coûter plus d'énergie à notre corps et qui du coup vont faire que notre sommeil ne va pas être réparateur. On va éviter aussi, j'en parlais une autre fois, mais c'est tout ce qui va être sucre rapide, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir trop de sucre le soir qui vont être des excitants pour nous et qui vont nous empêcher peut-être de nous endormir. Certaines personnes n'ont pas de problème avec le café, d'autres personnes ont des problèmes. Donc ça, je vous laisse voir. Si vous avez tendance à vous lever la nuit pour aller aux toilettes, pas de panique. On peut réduire sa consommation d'eau plus tôt dans la soirée. On va éviter les tisanes qui vont être favorisantes de se lever la nuit pour aller aux toilettes. Toujours sur le versant alimentation. Si on peut aussi dîner tôt, je sais, c'est compliqué quand on a une vie à 200 à l'heure. Je le sais. Mais Et encore, ça, c'est quand on se rappelle si on a mangé ou pas. Parce que, je sais pas toi, Jessie, si toi aussi, des fois, tu dis j'ai mangé ou pas. Exactement, je suis totalement décalée. On travaille tellement qu'on ne sait plus en fait. Non, c'est plus. c'est ça. Alors, on n'est pas obligé de manger comme les poules à 18h30, il n'y a pas de problème. Mais si on peut dîner avant 21h, notre corps nous dira merci, tout en sachant qu'il faut attendre un petit peu avant d'aller se coucher, de manière à pas être en train de faire notre digestion complète quand on va se coucher. On peut aussi, pour nous aider, installer un rituel. Donc, vous savez qu'on a le petit train du sommeil qui arrive tranquillement. Nous avons chacune notre heure pour aller nous coucher. L'idée, c'est peut-être déjà d'être entièrement préparé, démaquillé, lavage de dents, etc. pour aller se mettre dans notre lit et éviter le fameux endormissement sur le canapé qui fait qu'on s'endort sur le canapé. Faut se réveiller, faut aller se démaquiller. Et alors là, vous êtes sûr de jamais vous rendormir. C'est clair, combien de films on n'a jamais fini du coup? C'est ça. Et bien sûr, pour finir, on n'hésite pas à se faire aider. Donc, on se fait aider peut-être par de la mélatonine, qui est une hormone qu'on sécrète naturellement, mais parfois on n'en sécrète plus assez. Et on a besoin d'un petit coup de boost et d'en prendre un petit peu plus. Notamment, ça peut être utile quand on voyage et qu'on est en décalage horaire, pour retrouver assez rapidement le sommeil. Et on peut aussi s'aider de la phytothérapie, notamment de la mélisse et du rhodiola, qui permet aussi de s'endormir et un sommeil un peu plus paisible. Super, et ben merci beaucoup Marilyn. Voilà, des petits conseils pour bien dormir et puis faire de jolis rêves, n'est-ce pas? Merci en tout cas à toi pour tous tes conseils. Et pour rappel, Marilyn, elle est sophrologue. Donc voilà, si vous avez des problèmes avec le stress, des problèmes pour dormir, vous pouvez compter sur son aide à Bois-Colombes. Et moi, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très belle suite de journée. Merci à tous les auditeurs, merci à toutes les personnes autour de la table, les girls, vous avez été incroyables. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission du NJ Show. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des sujets à proposer sur écoutenj@gmail.com. Et en attendant, restez positifs. À bientôt.